Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'ECO, monnaie unique de la CEDEAO, est amorné par manque de confiance entre anglophones et francophones. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, exprime toujours ses inquiétudes quant à la faisabilité de la monnaie régionale ECO. Le désaccord qu'on observe entre les pays francophones et anglophones est le résultat du refus de la France de comprendre que l'Afrique a besoin de sa souveraineté monétaire pour impulser son développement. Le président Banda-Kani est revenu sur le devenir incertain de l'ECO en montrant pourquoi la future monnaie unique ouest-africaine est au point mort. Suivons maintenant le décryptage de cette actualité par le président Banda-Kani et celui des autres analystes qui sont sur le plateau. Suivons. Bonjour Banda-Kani, vous nous avez rejoint entre-temps, vous êtes le président du nouveau mouvement populaire. Et dans son plaidoyer, le président Buhari du Nigeria dit, et je le cite, « Il faut procéder avec prudence et respecter le processus garantissant la crédibilité, la durabilité, la prospérité et la souveraineté. » Est-ce que ces mots vous parlent? Et si ces mots vous parlent, est-ce que vous voyez derrière l'épouvantail de la France? Est-ce que, à votre avis, homme politique que vous êtes, est-ce que vous voyez que ces mots du président Buhari veulent précisément stigmatiser le rôle que pourrait jouer la France dans le changement de nom de France CFA à l'ECO? Je voudrais, permettez-moi de saluer mes copanélistes et des vrais copanélistes. Je suis attaché à à tous ces copanélistes. Je voudrais saluer le docteur Tchakounté, que ça, je n'ai pas revu depuis le Covid, on ne s'est pas vu. Hein? Docteur Tchakounté, beaucoup d'affection, mon cher aîné. Je salue mon aîné Jean Gouem. Il est à distance là, je sais pas, il est à Paris. Il est à distance là. Mon grand frère est parti samedi qui voyageait. Je salue mon grand frère. Et maintenant je découvre quelqu'un. Tu me fais une surprise de mettre Bekima. Paul Bekima que je découvre sur le plateau comme ça. C'est un grand cadeau qu'il me fait là, mon cher Bekima. Je te salue mon cher frère avec beaucoup d'amitié, beaucoup de chaleur. Évidemment je salue Luc Michel. Je suis content qu'il retrouve progressivement la santé. Nous avons beaucoup prié pour lui, nous avons sollicité la clémence de la nature en sa faveur, n'est-ce pas? Je suis content de voir qu'il est là. Je voulais saluer ma sœur aînée, le professeur Nkoyok, que nous avons aussi invité. Merci. Donc pour revenir à votre question. Est-ce que derrière la prudence du Nigeria, vous voyez le visage de la France? Il faut relier les propos du président, que vous voulez le souligner, avec les propos du gouvernement nigérian, de l'État nigérien, dès que, n'est-ce pas, M. Macron est venu réaliser sa forfaiture, parce qu'il s'agit d'une forfaiture, n'est-ce pas, à Abidjan. Tout à l'heure, j'y reviendrai. Parce que le débat, ce n'est même pas de débattre sur le contenu de l'ECO et tout ça. Ça sert à quoi le contenu? C'est une monnaie qui doit disparaître. Monnaie, les mortenais ne peuvent pas accepter l'ECO. Donc on ne va pas débattre de contenu, ça serait un piège. Mais j'y reviendrai. L'État nigérian, les différents ministres du Nigeria compétents en la matière, dès que M. Ouattara et M. Macron avaient réalisé leur forfaiture à Abidjan, ont réagi clairement pour dire qu'ils n'étaient pas concernés, qu'ils n'avaient pas mandaté M. Ouattara, qui s'est comporté comme un voyou, le président ivoirien, pour aller parler au nom de ses pairs sans avoir aucun mandat d'eux. C'est une question aussi fondamentale comme la monnaie. Et vous suivez mon regard, parce que vous demandez s'il y a derrière la France. Vous voyez qu'il y a une démarche de voyou, il y a une démarche criminelle, de mépris, à la limite raciste, de la part de ce président qui n'arrive même plus à gérer son pays, M. Macron, d'une incompétence sidérante dans son pays. Il est en train d'installer en France une dictature sanitaire. C'était déjà une dictature, maintenant c'est une dictature sanitaire, couvre-feu partout, de manière injustifiée, contre la vie de tous les scientifiques de son pays en la matière. Donc ce monsieur, vous vous rendez compte, il y a déjà un vieux processus monétaire qu'on appelle l'ECO dans la CEDEAO, qui a 30 ans d'âge. C'est un processus trentenaire. Mais vous n'avez même pas la décence de respecter ce processus, n'est-ce pas, qui est piloté par des États. Donc, parmi lesquels un grand État comme le Nigeria,
Vous débarquez dans le cadre de votre soi-disant anniversaire que vous allez fêter avec votre compagnon, hein, le président Ouattara, et vous, pas possible, vous vous comportez comme ça, vous faites main basse sur... en fait, vous détruisez un processus monétaire de 30 ans en inventant de toutes pièces, n'est-ce pas, une sottise qu'on appelle l'écho. Donc c'est cela qu'il s'agit. Donc à l'époque déjà, l'État nigérien, par des voix officielles de ce pays, des ministres ont dit qu'ils n'étaient pas concernés. Parce que, et le président Ghanéen avait parlé, les autorités du Nigeria ont parlé, pour dire clairement ce que vous êtes en train de répéter aujourd'hui, en des termes extrêmement clairs. Donc, quand vous parlez de la même d'un jeu français, vous êtes trop poli, c'est pas pourquoi vous êtes poli comme ça. Ça ne sert à rien cette affaire, mon cher Bongo. La démarche de l'État français est une démarche voyou. C'est voyou de mépriser un processus trentenaire qui est porté par la CEDEAO, une organisation sous-régionale reconnue. Vous comprenez? Et vous allez vous marier à M. Ouattara, vous mariez là, hein, vous mettez ensemble là, et vous créez l'écho en disant que c'est au nom de tous que vous avez reçu le mandat de le faire. On ne vous a donné aucun mandat. Vous voyez? Donc nous sommes là dans un chaos monétaire. C'est un chaos monétaire. Et il n'y a qu'en Afrique où on peut voir ça. On est dans un chaos monétaire, n'est-ce pas, où deux échos s'affrontent, avec en sous-main, avec en arrière-plan, une autre monnaie, la monnaie de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry est en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest. Et la Guinée-Conakry n'entend pas céder sur sa souveraineté monétaire conquise de haute lutte. Et c'est d'ailleurs pourquoi, à un moment donné, la France a tout fait pour déstabiliser le président Alpha Condé. Nous, on est allé en Guinée en ce temps-là, à l'époque, là, pour soutenir le président Alpha Condé pour ça. C'est pour cette raison-là que moi, Bandakani, j'étais en Guinée. Ouais. Donc, vous avez derrière aussi le Ghana, qui n'entend pour rien au monde céder sa souveraineté monétaire devant les fanfaronnades de la France. Vous comprenez? Donc, vous êtes là dans un... Il y a le chaos monétaire. Parce que quand la France fait même base déjà sur le mois, en méprisant le processus trentenaire qui préparait l'avènement du vrai écho de l'Afrique de l'Ouest, c'est une déclaration de guerre. Ça veut dire qu'elle va tout faire pour avaler la Guinée-Conakry et même avaler le Ghana. Donc on est dans une situation de guerre monétaire, de chaos monétaire, volontairement créé par Paris. Donc c'est une démarche voyou. L'État français, État voyou habituellement, a encore démontré là que il est fondamentalement un État voyou. Mais c'est plus grave que ça. C'est aussi un crime contre l'humanité. Pourquoi moi je ne parle pas du contenu. Et moi je vais démontrer pourquoi il dit ça. On parle, on démontre. C'est un crime contre l'humanité parce que d'abord, historiquement, on a assassiné des présidents pour la question du franc CFA. Vous savez que le premier qu'on a tué, oh mon Dieu, et son crime était horrible. Horrible. On l'a même déclaré mort alors qu'il était encore vivant dans les mains des Américains. Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance du Togo. Il a été liquidé à cause du franc CFA. Parce que en plus du franc CFA, la France lui demandait de payer un tribut chaque année. Pourquoi il devait payer le tribut? Parce que la colonisation, parce qu'il a été colonisé par la France disait que la colonisation, c'est la mission civilisatrice, dont le Togo devait rembourser, payer la France pour l'avoir civilisé, près de 400 milliards chaque année. On leur a dit, c'est pas possible, je quitte le franc CFA, je quitte cette zone monétaire. Et vous savez dans quelles conditions. On l'a tué d'une manière sauvage. C'est Olympio, c'est Bongo. Et ça a impacté le destin de ce pays jusqu'à aujourd'hui. Pareil pour Modibo Keïta. Pareil. Nous sommes à près de 22 présidents assassinés depuis jusqu'à présent. Et beaucoup parmi à cause de la question monétaire. Vous savez qu'un des enjeux de la guerre en Côte d'Ivoire, c'était la question monétaire. Vous le savez, non? Alors, Mme Simone Gbagbo nous a dit la dernière fois qu'elle était là, dimanche passé, on a eu 16 000 morts. Simone Gbagbo l'a dit, que la vérité, c'est 16 000 morts qui ont été tués. Je parle des morts. Et vous voyez aujourd'hui, les conditions qui ont prévalu hier à l'avènement de la zone franc, les mêmes conditions ont été recréées par la France et ses soutiens et ses partenaires et ses alliés occidentaux pour justement précipiter cette, entre guillemets, ce qu'ils appellent réforme monétaire, parce qu'elle n'avait plus le choix,
La France qui n'a jamais pensé qu'elle se croyait en terrain conquis, elle n'a jamais anticipé sur une remise en cause du franc CFA. Elle a été surprise un matin de voir que les Africains ont dit nous ne voulons plus de cette sorcellerie. N'ayant rien réfléchi, elle a précipité une réforme bricolée qu'on appelle l'éco. Et pour ça, les mêmes conditions qui ont prévalu à l'indépendance, pendant l'indépendance, la France l'a crié en organisant le terrorisme dans le Sahel, en mettant le Sahel à feu et à sang. Alors, maintenant personne n'ose plus dire que nous on bavarde ici pour ne rien dire. Puisque maintenant les politiciens maliens le disent ouvertement. Les Maliens le disent maintenant ouvertement. La France empêchait, nous l'avons dit ici avant, avait fait de Kidal un État dans l'État. Il était interdit aux députés maliens d'entrer à Kidal. Dans leur pays, à la même malien dit atterri, c'est la France qui bloquait. Lorsque le président Déby allait libérer cette région-là, quand il est arrivé pour en finir avec les terroristes, la France a dit stop. Monsieur Déby, rentre chez toi. Tu n'as pas compris que c'est nous qui mettons le feu ici. Maintenant, c'est connu. Donc, la France crée le terrorisme, justement, et s'entraîne des millions de morts. S'entraîne des morts, des États s'effondrent, mon cher Bungu, et il y a un chaos dans cette région-là. Il ne se passe pas un jour au Burkina Faso sans que vous entendez au moins que 10 personnes sont mortes d'attentats terroristes. C'est un crime contre l'humanité. Il ne faut pas caresser la France. C'est une façon de les tenir en laisse. Vous êtes gentil, je dis que c'est un crime, j'utilise mes mots. Excusez-moi, c'est vous le patron. Oui. Je peux utiliser mes mots, M. Bungu. Non, allez-y. Merci. Donc, c'est un crime contre l'humanité, ce processus monétaire. Oui. C'est un crime. Parce que pour aboutir à ça, oui, on terrorise les Africains, on met le feu partout en Afrique pour que justement les Africains ne s'émancipent pas monétairement. Oui. Troisième élément de forme, oui, mon cher Bungu, c'est d'abord, moi j'ai lu, je suis en train de lire le rapport de la commission que le Sénat français a mis en place justement. C'est ça, sur le franc CFA. Sur l'éco franc CFA. Et c'est une commission, c'est là, c'est les affaires de septembre là. Tout à fait. Donc c'est le rapport récent, je ne peux pas finir, c'est revenu ici avec, j'ai travaillé dessus. Dans ce rapport, M. Bungu, la France dit que, écoutez bien, que le franc CFA ne lui apporte aucun avantage. Et dans un galimatia économique, à nul autre pareil, c'est-à-dire une espèce de charabia, on vous raconte des histoires pour dire que tout ce que les Africains disent là, ce n'est pas vrai. Mais à la fin, M. Bungu, on se pose la question. C'est pour ça qu'ils aient raison. Mais pourquoi alors la France s'attache-t-elle autant à nos monnaies africaines? Mais si ça ne lui rapporte rien, mais laisse-nous tranquille, bon sang. Laisse-nous tranquille et va-t'en. Mais pourquoi tu dis que ça ne te rapporte rien? Pourquoi alors tu tiens tant à avoir la même mise? Du moins, bon, je vais te changer pour une fois. Être partie prenante de tous les processus monétaires des pays africains. Pourquoi ça ne te rapporte rien? Peut-être pour nous civiliser. C'est la continuité de la civilisation. Cette fois-là, sur le plan monétaire, ben, si c'est donc ça. Ben, la mission civilisatrice rapportait beaucoup d'argent à la métropole. C'est connu. Donc, regardez donc sur la forme. Il y a des contradictions terribles entre ce que dit ce rapport. Et ce que le même Sénat, cette fois-là, c'est un plan plus général, qui a pondu un rapport, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, sur l'avenir des relations France-Afrique. Et qu'est-ce qui a été dit dans ce rapport, M. Bungu? Le titre c'est « L'Afrique est l'avenir de la France ». M. Bungu, c'est le titre de ce rapport. Écoutez bien. L'Afrique est l'avenir de la France. Il y avait une contradiction à dire que le franc CFA ne rapporte rien à la France. Et en même temps, dans un rapport général du Sénat français sur l'avenir des relations France-Afrique, on titre que l'Afrique est l'avenir de la France. Comment nous on peut être l'avenir de la France? En même temps, on dit que la France ne rapporte rien à la France. Première contradiction. Deuxième contradiction. Le rapport de la commission du Sénat là, français là, est en contradiction avec le président de la France. Et il est encore en fonction. M. Macron a dit à Abidjan que le franc CFA était une monnaie coloniale. Vous vous souvenez, non, M. Bungu? Tout à fait. Il a dit lui-même. Et M. Macron, reprenant ce que nous on disait ici, a énuméré tous les inconvénients de la zone franc. Mais comment appelle le président français, qui dans un discours fondateur de l'écho, l'écho maudit là, cet écho-là, dit lui-même que le franc CFA est mauvais. Mais la commission du Sénat français vient nous dire que non, la France ne tire aucun avantage. C'est des contradictions qui ne sont pas à prendre à la légère. Il faut qu'ils s'entendent. Dernière contradiction, avec votre permission, c'est le fait que même les partenaires français, européens, ce ne sont pas des Noirs. Des pays européens crient au scandale. Là, ce sont les Allemands qui nous ont appris, nous. Nous n'avons rien demandé à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un partenaire de la France.
Vous comprenez? L'Allemagne nous a appris que la France siphonnait aux pays africains près de 400 milliards par an. Vous comprenez? 400 milliards chaque année. C'est l'Allemagne qui nous a dit ça. Donc nous, beaucoup d'Africains ne savaient pas. C'est l'Allemagne qui nous a dit. Donc il y a une contradiction entre les affirmations de l'État allemand, n'est-ce pas, sur ce que la France tire par an, n'est-ce pas, en Afrique, dans entre guillemets, sa zone monétaire, n'est-ce pas, et ce que dit le rapport de la commission mise en place par le CE. Le Sénat. Eh bien, les Allemands ne sont pas les seuls. Les Italiens nous disent, les Italiens disent haut et fort que la France fait le gros dos dans l'Union européenne à cause de ses colonies africaines. Et de manière plus précise, à cause du franc CFA. C'est ce que l'Italie dit. Au point où, pour que l'Italie se taise l'année dernière, M. Macron a dû faire un tour là-bas pour négocier une paix. Pour dire aux Italiens, ne parlez plus, on va s'entendre. Et la France a levé certains verrous, n'est-ce pas, a levé certains verrous au niveau de l'Union européenne pour que l'Italie ne puisse subir ses thèses. Vous comprenez? Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Tout à l'heure, je reviendrai avec d'autres arguments de fond pour dire que il y a un problème de contenant. Moi, je n'accepte même pas. Il ne faut même pas parler de l'écho. Vous comprenez? D'abord, on parle de quoi? Le pays de l'Afrique centrale. L'accord monétaire est fini. C'est fini. C'est terminé. Et l'année probatoire, là, c'est terminé. Ça finit en décembre, là. Vous comprenez? Donc, chaos monétaire, encore. C'est fini, là. Donc, on peut parler d'une monnaie, n'est-ce pas? D'une affaire qui présente autant de laideur au niveau de sa mise en œuvre. De laideur. Des choses inacceptables au niveau de sa mise en œuvre. Donc, l'écho, là, comme a dit le docteur Chakunte, doit mourir. Nous devons l'aider à mourir avant qu'il ne naisse. Merci, Président Badakani, toujours aussi en verve. Les critères de convergence dans la zone et puis l'impact économique du Covid-19. Mais dans le même temps, le président Ouattara, lui, dans son discours, qui a donc parlé au nom de l'UMOA, dans son discours, dit plutôt se satisfait des transformations, dit-il, importantes réalisées dans la zone monétaire de l'UMOA. Est-ce que tout cela n'est pas un peu contradictoire? Est-ce que les raisons officielles ne sont-elles pas finalement un cache-sexe ou l'arbre qui cache la forêt? Bonjour, monsieur Bongo, vous avez pleinement raison qu'il faut toujours rationaliser des choses qui ne sont pas tombées dans le cadre des prévisions initiales. Et donc, dans ce sens-là, que ce soit la justification de l'UMOA ou celle de Ouattara, sont bien compréhensibles. Avant de continuer, je préfère déjà dire bonjour à la galaxie panafricaine, bonjour à mes copanélistes, au docteur Chakunte, je lui retourne sa sympathie, au président Jean Gouem, et bonjour, je le remercie déjà, bonjour, et déjà, bon, une petite correction déjà, je ne suis pas le président de... Je ne sais pas trop quoi, c'est le plan de l'Institut Kepera, Institute of Strategic Analysis. C'est-à-dire, c'est une organisation à but non lucratif de type think tank basée dans la zone métropolitaine de Washington DC, dont l'objectif est justement de réfléchir sur les problèmes africains. Donc, ça c'était une petite correction. Mais merci d'être, je suis content d'être là, je vous dis bonjour à vous aussi. Et ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que sur le court terme, déjà, dans cette affaire, les saboteurs se félicitent d'avoir gagné. Et les saboteurs, vous les connaissez, la France, d'après ce que l'on voit, et leur agent Ouattara. Mais en fait, ils ont retardé l'avènement d'une monnaie. Et si on veut regarder ça d'après la perspective française, des fois, ils vont se dire, OK, on a évité quelque chose de dangereux pour nous. 3 des plus grands producteurs mondiaux de cacao, il fallait les empêcher d'évoluer sous une même monnaie dans un même espace. Ils ont réussi à préserver leur monopole sur l'uranium nigérien et les matières premières et l'or du Mali, le pétrole sénégalais et le contrôle de l'économie ivoirienne. Ça, c'est la perspective française. Mais la vérité est que cette défaite qui semble être une défaite pour ces pays est en vérité une victoire sur le long terme pour l'Afrique. Pour moi, ce genre de sabotage, c'est d'une certaine façon même salutaire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un grand fanatique des convergences économiques.
C'est-à-dire l'Europe est une anomalie parce qu'elle a commencé par une union économique avant de passer à une union politique. Pour ça qu'elle peine. Et tous les experts vous disent que cette Union européenne va échouer, et lamentablement. Donc, plutôt que de se concentrer sur les convergences économiques et essayer de faire une union économique à tout prix, en imitant exactement ce que l'Europe a fait, l'Afrique devrait commencer à faire des choses de la bonne manière. Dans le monde, jusqu'à présent, on a toujours commencé par les unions politiques. Et donc, pour ce faire, mettre en place au moins 3 choses. Une coopération militaire continentale qui pourra, le temps venu, entrer en coopération avec des alliés de circonstances. 2, centraliser la gestion de ces matières premières, parce que là, c'est le cœur de toute la géopolitique. L'Afrique est le creuset de toutes les matières premières et contrairement à n'importe quoi, l'Afrique sera au cœur de tous les enjeux. Et d'ailleurs, c'est la nouvelle frontière géopolitique. Parce qu'il y avait l'Asie, vous avez vu les accords de Portsmouth aux États-Unis entre le Japon et la Russie, ils ont reparti la Chine. Et avant eux, il y avait eu les accords de Pékin, mais la Chine a réussi à se dégager. Donc, l'Afrique est le dernier terrain des luttes géopolitiques. Et l'Afrique va gagner. Pourquoi? Parce que toutes les données objectives le prouvent. Et le dernier truc, c'est que l'Afrique mette en place des critères de convergence politique, non pas économique. Parce qu'on part du politique pour déboucher sur l'économie. Donc, de façon générale, le temps est en faveur de l'Afrique parce que, naturellement, comme je l'ai dit, c'est le creuset des matières premières. L'Afrique a une démographie vibrante. Et dernier point, le grand réveil de conscience dont vous, M. Bungu et Afrimedia, sont au cœur. Ça, c'est l'outil le plus dangereux dans la géopolitique actuelle. D'ailleurs, Zbigniew Brzezinski, lors d'une conférence qui est l'un des grands géostratèges que le monde ait connu, le 12 janvier 2010 à l'université Brigham Young, dans l'Utah aux États-Unis, l'a dit que la domination européenne ou occidentale arrivait vers sa fin. Pourquoi? Parce qu'il y avait un très grand éveil de conscience. Est-ce qu'il y a encore des traites en Afrique? Bien sûr. Mais relativement, leur nombre est en train de diminuer, d'être en de dangerosité. Bientôt, il sera impossible de venir, comment dire, manipuler les Africains comme c'est là. Et vous le voyez, même le deuxième sujet est assez lié. Et pour finir, je dirais que je suis content de la position dans laquelle les Africains sont à l'heure qu'il est. Et que le futur est définitivement africain. Et que je suis plutôt optimiste. Donc je m'arrête là pour le moment. Merci à vous, Dr Bekima. Je dois me tourner vers vous, le géostratège Dr Jean Ngwem. En février dernier, déjà, le Nigeria avait plaidé pour le report de l'implémentation de cette monnaie, avait donc demandé une prolongation de délai. Abuja, qui, il faut le dire, est un poids lourd qui pèse 70% du PIB de la CEDEAO et qui compte plus de la moitié de sa population, des 400 millions de personnes vivant dans cette zone-là, avait donc plaidé pour ce report-là. Mais le Nigeria qui est aussi soupçonné de se hâter très lentement sur ce dossier, mais qui entraîne donc avec lui toute la zone ECOWAS, c'est-à-dire anglophone. Est-ce que finalement, il n'y a pas un risque qu'au niveau de la CEDEAO, qu'on assiste à un affrontement entre le bloc francophone et le bloc anglophone? Comment d'arriver à un clash qui mettrait définitivement fin à l'ambition de la CEDEAO d'avoir une monnaie commune? Oui. Merci beaucoup. Cher Bougou, je voudrais saluer tous mes copanalistes, saluer mon très cher ami Célestin et mon frère Dikina que j'ai pas eu à discuter avec lui depuis un certain temps. Donc saluer surtout les techniciens et essentiellement tous ceux et celles qui nous regardent à travers le monde. Alors la question que vous me posez est très importante parce que quand on regarde bien, la position du Nigeria, elle est très importante. C'est la première économie dans cette zone-là. C'est la toute première économie. Cela dit, il n'y a pas que l'économie qui soit, je dirais,
en tête de tous les objectifs. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'on arrive, surtout dans la zone CEDEAO, à trouver des convergences, je dirais, politiques d'abord. C'est très important. Le jour où ils vont trouver des convergences politiques, alors après, on pourra parler de convergence économique. Or, c'est ça aujourd'hui qui est un peu, pas bloquant, mais qui est un peu gênant, d'autant plus que dans cet espace-là, il y a un bloc, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, le bloc francophone et le bloc anglophone. En fait, le bloc anglophone, et j'approuve leur position en arrière-plan, qui consiste à trouver des convergences politiques et économiques, mais dans un espace indépendant, dans un espace économique et politique qui est totalement indépendant, c'est-à-dire totalement détaché du colonialisme, surtout francophone, donc occidental. C'est ça le but du Nigeria et beaucoup des autres pays anglophones. Alors, donc, on assiste, comme dans toute recherche de négociation, il y a toujours des affrontements, mais à partir du moment où ces affrontements se déroulent dans des conditions, je dirais, de discussion permanente, donc dans le temps, on va évoluer vers une solution. C'est pour ça que je suis assez optimiste. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est au cœur même maintenant de la discussion, c'est la problématique de la monnaie, de l'indépendance de cette monnaie. Moi, ma position, elle est la suivante, c'est que la monnaie, avant d'être d'abord économique, elle est politique, parce qu'elle pose le problème de la souveraineté, ou le problème, je dirais, de la souveraineté de sa politique monétaire. Quand on a la souveraineté de sa politique monétaire, alors là, on est dépendant, parce que la souveraineté de sa politique monétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le pays a toute la latitude de gérer ses problématiques de crédit, de gérer ses problématiques au plan national et au plan international, de gérer les problématiques, je dirais, de parité de sa monnaie, de gérer des problématiques de taux d'intérêt intérieur et à l'extérieur, de taux d'intérêt intérieur, c'est-à-dire pouvoir baisser ou augmenter le taux d'intérêt, baisser pour permettre, par exemple, à l'investissement, et à l'extérieur, bien évidemment, de jouer sur la parité de la monnaie vis-à-vis de l'extérieur pour savoir si on veut augmenter un petit peu, je dirais, améliorer sa balance commerciale extérieure. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça que je dis que le problème de la monnaie est d'abord politique. Et il faut que nous ayons, je dirais, notre propre souveraineté sur la politique, notre politique monétaire. Tant que nous n'avons pas cette souveraineté, eh bien, nous ne pourrions pas nous en sortir. On a beau parler, je dirais, des coopérations avec la Russie, avec les États-Unis, avec la Chine, etc. Mais cette coopération, si elle passe toujours par le fait que nous sommes dépendants monétairement, on a beau nous aider, mais au final, on serait toujours au même point. Donc, l'Afrique a besoin d'avoir sa monnaie et une monnaie qui colle aux réalités africaines. Une monnaie qui permet à l'Afrique d'asseoir sa souveraineté monétaire, de gérer sa politique monétaire, de gérer tout cela pour pouvoir assurer le devenir de son devenir industriel, c'est incontestable. Alors, qu'est-ce qui se passe donc dans cette zone CEDEAO? C'est que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au mois de décembre, Monsieur Ouattara et Monsieur Macron, indépendamment sans toutefois consulter les autres pays, et d'ailleurs, comme le disait le docteur Célestin, je ne vois pas ce que M. Ouattara vient faire là-dedans, mais M. Ouattara n'a même pas, M. Macron vient faire là-dedans, mais bon, M. Ouattara n'a même pas eu l'élégance même politique de consulter ses collègues africains. Et il a déclaré, aux côtés de M. Macron, que dorénavant, disons, l'ECO, la France accepte la naissance de l'ECO. Mais ils n'ont pas tout dit, parce que le diable est toujours dans les détails. Ils ont dit que oui, le CFA de la zone CEDEAO va s'appeler ECO, pas de problème. Ils ont dit qu'il y aura plus de représentants français
à la banque centrale de la CEDEAO. D'accord, ils ont dit que la monnaie serait frappée dans la région CEDEAO. Très bien. Mais là où, quand on cherche au fond, on regarde, mais oui, mais cette monnaie, quelle serait la parité de cette monnaie-là? Ah ben, cette monnaie restait toujours, sa parité restait toujours fixée par rapport à l'euro. Le docteur Célestin l'a rappelé tout à l'heure. À partir de ce moment-là, ça ne va pas. Parce que l'euro nous ruine. C'est clair. L'euro est une ruine pour les pays d'Afrique, aussi bien que pour la zone CEMAC, que pour la zone, les 8 pays de la zone CEDEAO, de l'Union monétaire ouest-africaine. L'euro nous ruine. C'est une monnaie, d'ailleurs, c'est une monnaie qui ruine des pays comme la Grèce. Le seul pays qui résiste à l'euro et qui a des excédents commerciaux, c'est l'Allemagne. Mais vous savez pourquoi? Parce que l'Allemagne a donné comme condition à la naissance de l'euro 1 Deutschmark égale à 1 euro. Point final. C'est des monétaristes, les Allemands. Comme c'est la Deutsche qualité, ils ont confiance à leur industrie et donc, que la monnaie soit forte ou faible, ils vont vendre. Ce n'est pas le cas de la France. Exact. C'est pas le cas de la France. Ce n'est pas le cas de la Grèce. Ce n'est pas le cas de l'Italie. La France, ben, c'est un pays, je dirais, de taille moyenne ici en Europe, donc elle ne peut pas. C'est pour ça que la France est dans une difficulté. Donc, voilà exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, moi, je pense que ce blocage, d'ailleurs, l'a dit mon frère Bikima, il est même salutaire. Hein. Il vaut mieux qu'il y ait ce blocage-là que d'embrasser ce qu'on nous propose là, c'est-à-dire l'agent de la France qui s'appelle M. Ouattara, qui risque même, j'en aurais terminé brièvement là-dessus, en fait, si on accepte le CFA dit ECO ou ECO, anciennement CFA de M. Ouattara, vous savez ce qui va se passer? C'est que la France va amplifier son empire colonial monétaire. Parce que l'ECO, il y a 14 pays, à ma connaissance, ou 15 pays. Donc, dans la CEDEAO, il y a les pays anglophones et les pays francophones. Au total, ça fait 14 ou 15. Tac. Donc, ça va être l'ECO, entre guillemets, CFA. Parité, euro. Mais si on ajoute à ces 14 les 6 pays de la zone CEMAC, à votre avis, ça va faire combien? Ça va faire 20 pays. Ça veut dire qu'on est passé de l'empire colonial monétaire française de 14 actuellement, c'est-à-dire les 8 de l'Union monétaire, de la zone ouest, de l'Afrique, plus les 4 de la zone CEMAC, ça fait 14, on va passer de 14 à 21, mais M. Macron aura réussi le jackpot du siècle, qu'aucun roi en France, aucun président de la Ve République en France n'aurait réussi pareille affaire. Il aurait amplifié, je dirais, l'empire colonial monétaire de la France. Donc, c'est très dangereux. Il vaut mieux qu'on reste dans un statu quo actuel. Et comme l'a souligné un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est fait, il y a les problèmes de convergence qui s'opposent aussi. Parce qu'on ne peut pas faire converger les économies qui ont des niveaux, je dirais, de valeurs différentes, qui ont, je dirais, déjà des monnaies différentes, qui ont les niveaux de budget différents, les niveaux de déficit budgétaire différents. Donc, pour les converger, il faut fixer un certain nombre de critères. Mais comme l'a dit tout à l'heure mon ami Bikima, il faut d'abord des convergences politiques. Cette convergence politique, je reviens, la monnaie est d'abord politique. Elle est d'abord politique et nous devons comprendre que tant que nous n'avions pas encore acté que nous avons besoin d'une monnaie qui relève la souveraineté totale des Africains. J'ai dit de la souveraineté totale, c'est-à-dire notre capacité, à frapper notre monnaie, mais là n'est pas l'enjeu, mais à fixer la parité de la monnaie selon nos intérêts au plan national et international, à fixer des taux d'intérêt pour savoir si on doit faciliter les crédits à l'intérieur pour booster nos investissements, permettre aux hommes et aux femmes d'investir. Ce qui nous bloque aujourd'hui. Tant qu'on reste avec cette monnaie CFA, alors, croyez-moi, l'Afrique restera toujours sous-industrialisée. Je parle de l'Afrique CFA. Je parle de l'Afrique CFA.
et restera toujours sous-industrialisée. Parce que nous ne pouvons pas investir, puisque pour investir, il faut qu'on puisse avoir accès aux investissements, au financement au plan international. Ce n'est pas possible, on doit passer par l'euro. On est sous tutelle et l'euro nous ruine. Donc j'en aurais terminé là, on va continuer là. Je pense que le statu quo actuel, il vaut mieux qu'on reste en l'état actuel. On verra. La pandémie est en train d'aider pour qu'on reste dans cet état actuel. On verra à partir de 2021, on va se retrouver. Attendons que les autres pays organisent leurs élections, parce que là aussi, c'est un enjeu. Il y a des élections en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en ce moment, en Guinée-Conakry. Il y a d'autres élections qui sont prévues l'année prochaine. Donc, attendons que tout ce vent-là passe. Mais moi, j'ai bon espoir. J'ai un très grand espoir pour l'Afrique en devenir, parce que de toute façon, le mouvement aujourd'hui à travers le monde qui est panafricain, qui est pour la libération des peuples de l'Afrique, pour la libération de l'Afrique noire complètement. Moi, je parle de l'Afrique noire, pardonnez-moi, qu'on m'en veuille pas. Parce que l'Afrique de l'autre côté du Nord, je ne sais pas de quel côté, elle regarde plutôt de l'autre côté de la Méditerranée. L'autre côté, la Méditerranée, c'est-à-dire rentrer, il y a même certains qui veulent même rentrer dans la communauté économique européenne actuellement. Donc, moi, je crois en l'avenir, je crois au mouvement de libération qui se dessine intellectuellement, politiquement ou socialement, aux contestations qui existent. Et l'Afrique média. Ben voilà, docteur Jean Nguem, on a très bien compris, la question de la souveraineté monétaire est une question qui touche profondément les panafricanistes. Je voudrais simplement dire bonjour à notre ami qui nous a rejoint et qui est en direct avec nous depuis N'Djamena, c'est bien docteur Dorsouma. Docteur, bonsoir, je reviendrai à vous tout à l'heure, le temps de donner la parole à la seule dame qui nous fait honneur cet après-midi. Professeur Jacqueline Koyok, est-ce que vous avez suivi le docteur Jean Nguem qui dit qu'il a espoir en cette monnaie-là, l'ECO, et qui dit préférer attendre que les choses soient bien organisées, ce qui rejoint un peu la prudence manifestée par le président nigérien, qui estime qu'il faut qu'un certain nombre de choses soient d'abord réalisées avant d'y aller pour ne pas aller et revenir tout de suite. Et docteur Bekima, si je me trompe, a également parlé du fait que la monnaie, certes, est un outil économique, mais c'est également un instrument politique. Vous, parti au pouvoir au Cameroun par exemple, est-ce que vous comprenez la prudence qui est manifestée par une partie importante de la CEDEAO qui demande à ce que les choses aillent progressivement et lentement, mais sûrement? C'est ça. Merci de me donner encore la parole. Je dirais aussi bonjour à tous les copanélistes. J'aimerais dire qu'à la suite de la rencontre d'Abidjan, vous savez qu'en Afrique centrale, il y a aussi une réunion de la CEMAC qui, avec toute la prudence, a voulu maintenir d'abord le franc CFA, bien le gérer avant de passer à une autre monnaie. Je pense que c'était pour éviter de mettre la charrue avant le bœuf. Parce que la monnaie, c'est un moyen d'échange. Mais un moyen d'échange pour servir au commerce intra-africain. Donc, il est question ici de l'intégration régionale. On ne peut pas mettre en avance le problème de monnaie sans résoudre le problème de l'intégration régionale. Celui de la création d'abord d'un marché d'échelle, d'une bonne infrastructure institutionnelle, des politiques économiques communes et surtout de renforcer d'abord les CER, comme on appelle les comités économiques régionaux. Vous savez que la démarche a été, les 5 dernières années, de voir comment on peut avoir au niveau de chaque communauté économique régionale le libre-échange.
la libre circulation. Bon, on ne peut donc pas mettre en avant une monnaie alors que cette architecture institutionnelle n'est pas mise en place. Parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a là deux paradigmes qui se confrontent. Il y a le paradigme de l'hétérogénéité, l'exogène, et par rapport à l'endogène. Est-ce que nous sommes en mesure de faire promouvoir les économies africaines par nous-mêmes? Est-ce que nous devons partir, prendre comme tremplin les autres? Donc il y a ce débat qui fait court et à mon avis tout est fonction de cela. Et je me dis, l'écho n'est pas mauvais en tant qu'écho, mais c'est le contenu de l'écho, parce qu'on peut toujours appeler CFA autre chose, alors que c'est exactement le même, avec les mêmes le même CFA. Parce que nous avions deux CFA d'ailleurs, le CFA Afrique centrale et le CFA Afrique de l'Ouest. Vous arrivez en France aujourd'hui, vous changez votre CFA Afrique de l'Ouest, mais vous ne pouvez pas arriver à Charles de Gaulle, changer le CFA du Cameroun. Donc c'était les CFA avec la même parité, mais que la France ne donnait pas la même valeur aux deux CFA. Il y avait déjà ça. Et je pense que lorsque les présidents de l'Afrique centrale se sont réunis, ils ont dit, gérons d'abord mieux le CFA avant de penser à une autre monnaie. Parce que sauter pour avoir une autre monnaie, alors que cette architecture institutionnelle n'est pas mise en place, alors que les conditions pour avoir un marché d'échelle ne sont pas réunies, les conditions pour attirer les investissements directs étrangers n'est pas encore à son terme. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique ne tire que 5% des investissements directs étrangers. Mais maintenant, s'agiter à avoir une monnaie qui n'est pas adossée sur une autre monnaie, c'est un risque important que prendrait le continent africain. Donc je me dis, en réalité, on a mis la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord mettre les bases d'une bonne intégration régionale en Afrique. Vous savez que même dans les APE, ils ont préféré prendre les pays africains par région, c'est-à-dire diviser pour mieux régner, parce qu'une bonne intégration régionale en Afrique nous permet par la suite de penser à une monnaie commune. Mais en dehors de ces infrastructures institutionnelles, on ne saurait mettre en avant une monnaie commune qui ne va s'adosser nulle part. Parce que les pays africains ont des dettes à payer, et ces dettes-là, on ne va pas les payer avec une monnaie nationale. Il faut une monnaie forte qui s'adosse sur une autre monnaie. Mais moi je me dis, un patriarche français avait dit, les pays n'ont pas les amis, ils ont les intérêts. L'Afrique doit voir là où se trouve son intérêt et ne pas chambouler tout parce qu'on veut absolument sortir du joug colonial. Il est nécessaire d'aller stratégiquement, tactiquement, négocier des partenariats gagnant-gagnant. Maintenant, adossé à ces partenariats, lorsque l'Afrique peut déjà répondre au niveau du commerce intra-africain que nous n'avons pas développé, penser maintenant à aller ailleurs. Parce que si on a un marché intra-africain, actuellement, on est toujours buté aux monnaies nationales. Le Nigeria en a, l'Afrique du Sud en a, d'autres pays en ont. Mais comment nous pouvons donc d'abord harmoniser les politiques, créer un gros marché d'échelle? Je crois que c'est ce que l'Europe ne veut pas. Parce que si l'Afrique peut développer son marché d'échelle et même créer les conditions d'une communauté régionale. Je pense que l'écho a été programmé pour que d'abord on est entre lui et moi et les pays de l'Afrique centrale une synergie d'action. Mais tant qu'on n'arrive même pas à avoir entre les deux communautés économiques une synergie d'action, on ne peut donc pas
taxer le CFA d'une monnaie qui est appauvrie parce que c'est l'infrastructure qui soutient les échanges qui n'est pas une bonne infrastructure. Donc ce n'est pas nécessaire de dire nous ne voulons pas de la colonisation. Il faut que les pays africains, comme ils l'ont déclaré dans le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, nous voulons nous prendre nous-mêmes en charge. Nous voulons prendre nos économies en main. Mais tant que l'Afrique ne peut pas le faire, il faut éviter la victimisation qui fait qu'on va taxer les autres de tous les noms d'oiseaux, alors que c'est à l'intérieur que l'Afrique n'arrive pas à se structurer, à s'organiser pour constituer une force économique mondiale. Merci donc, professeur Jacqueline Cognocq. Luc Michel, ça fait un bon moment que vous n'avez pas pris la parole. J'imagine que vous piaffez d'impatience. Je voudrais vous interroger, vous, par rapport sur cette dichotomie qu'on observe notamment au sein de la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui le problème que pose l'ECO, est-ce que ce n'est pas du fait que la CEDEAO ne parle pas d'une même voix? Vous avez suivi les précédents intervenants, notamment Bandakani, qui stigmatise le fait que l'ECO, l'UMOA, soit venu phagocyter, en tout cas avec les ambitions de phagocyter l'ECO, qui est longuement mûri depuis une trentaine d'années, l'ECO donc de la CEDEAO. Est-ce que, au fait, ce n'est pas ça? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas parce qu'au niveau de l'UMOA, qui prend par exemple ses ordres à Paris, vous avez l'habitude de le dire, veut très très rapidement changer le CFA, qui est devenu aujourd'hui un véritable épouvantail pour la rue africaine qui la refuse? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas parce que l'UMOA veut changer très rapidement le CFA, en tout cas donner les oripeaux du CFA à l'ECO, alors que dans le même temps les autres pays de la zone CEDEAO qui ont, il faut le rappeler, eux-mêmes leur propre monnaie, veulent prendre le temps nécessaire pour parvenir à une solidité monétaire qui puisse évidemment conforter la souveraineté de ces pays-là? Est-ce qu'au fait, au fond, ce n'est pas ça le problème? Je suis un homme patient, donc j'ai suivi mes collègues avec intérêt. Je dois dire que je ne partage pas leur optimisme et je partage au contraire toutes les appréhensions de Bandakani. Je veux tout d'abord dire une chose, parce que je veux être bien compris. Je suis un partisan de la Frexit CFA. Je milite pour ça depuis de nombreuses années. Et je suis un partisan de la monnaie unique africaine. Cette monnaie unique africaine, c'est le préalable à l'unification politique et ce n'est pas quelque chose qui la suivra. Je suis un disciple de Friedrich List, le père du nationalisme économique. Friedrich List, c'est l'homme qui a fait une unification américaine après la guerre de sécession, l'unification allemande, mais aussi dont les théories ont préparé celle de ce qui était la CE devenue Union européenne. Il y avait le grand marché unique, l'unification douanière, la monnaie unique et puis l'État supranational. L'Union européenne, c'est un projet géopolitique mordé parce que, à cause de l'OTAN, mais pour des raisons géopolitiques, elle a été incapable de déboucher sur cet État supranational. L'euro, c'est une monnaie sans État. C'est ça son drame. Maintenant, que faut-il dire? C'est que il y a deux projets contradictoires. Il y a ce qu'on a appelé l'éco-CFA, que certains ont appelé avec ironie le Wacron, et il y a l'éco, le vieux projet de 30 ans de la CEDEAO. Lorsque Macron est élu, il est élu sur un programme politique, notamment pour l'Afrique, c'est sauver la France-Afrique. Faire ce que moi j'ai appelé la France-Afrique 2.0. Comment s'agit-il de faire une nouvelle France-Afrique? Il faut tout d'abord élargir la CEDEAO au Maroc. Tout le monde oublie le Maroc dans cette affaire. Pourquoi le Maroc? Parce qu'il doit équilibrer justement le Nigeria. Deuxièmement, cette CEDEAO tombée aux mains de la France, ses alliés étant Ouattara et le roi du Maroc, il s'agit de s'emparer du projet de l'ECO et de faire, comme l'a dit Ouattara avec cynisme au mois de janvier dernier, le nouveau nom du franc CFA, c'est l'ECO. Mais M. Macron a oublié quelque chose, ce sont les fractures
au sein du bloc occidental. En fait, le sort de la monnaie de la CEDEAO, il n'est pas décidé entre Abidjan et le Nigeria, il est décidé entre Londres et Paris. Il y a le Brexit qui intervient à ce moment-là et l'impérialisme anglo-saxon, c'est-à-dire la cité de Londres, qui, rappelons-le, contrôle toutes les banques du Nigeria, soutenu par Washington, décide le Brexit. Qu'est-ce que c'est le Brexit? C'est une opération géopolitique pour fracturer l'Union européenne dans le cadre de la guerre commerciale entre Washington et Bruxelles. Et il s'agit de fracturer l'euro. Donc il n'est pas question de permettre à Paris et à Berlin derrière de s'emparer d'une CEDEAO. Et comme l'a dit le professeur Jean Gouin pertinemment, il n'est pas question de permettre à M. Macron de faire un jackpot géopolitique en prenant le contrôle complet de la CEDEAO, y compris 7 pays du Commonwealth. Il y a donc une réaction qui s'organise. Tout d'abord, il y a toutes les opérations autour du Brexit, soutenues par M. Trump, et il y a le sommet économique Grande-Bretagne-Afrique qui a lieu à Londres au mois de janvier, où la vedette, l'invité vedette, c'est M. Buhari. C'est là qu'on décide que Macron ne s'emparera pas de l'ECO et qu'il ne s'emparera pas de la CEDEAO. Il y a derrière tout cela une aide américaine, parce que les Américains décident. Depuis 6 mois, ils s'emparent de tous les leviers au sein de la CEDEAO. Regardez par exemple au Mali, l'homme qui a décidé du sort de la révolution malienne, c'est l'ambassadeur de Trump, Peter Pham. Et que décident les États-Unis? C'est très simple. Tout d'abord, de bloquer Paris et de détacher le Maroc de Paris. Personne parmi mes companélistes ne parle du Maroc, mais le Maroc, c'était la clé de l'opération. C'est une gigantesque puissance financière qui a remplacé la Société Générale, la banque Attajiri Wafa marocaine, comme banque d'investissement. Elle a remplacé en Afrique francophone la Société Générale. C'est le Maroc qui devait avoir la banque d'investissement du nouvel ECO, et c'est le Maroc qui devait l'imprimer. Les Américains, opportunément, ils rétablissent des liens privilégiés avec le Maroc, et notamment, ils proposent que le Maroc soit le principal allié géopolitique des États-Unis dans la zone. Il y a notamment l'implantation de la principale base de l'US Navy qu'on va déplacer d'Espagne au Maroc. Le Maroc, donc, c'est tout bénéfice pour lui. Vous verrez que le Maroc ne se prononce plus sur l'ECO et que le Maroc n'intervient plus en soutien ni de Paris ni d'Abidjan. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'ECO? Que ce soit l'ECO de la CEDEAO, le vieil ECO de 30 ans, ou le Wacron, tout est bloqué. C'est un projet mort-né. Il ne se développera plus à cause du blocage décidé du bras de fer entre Paris et Londres. C'est pour ça que je ne suis pas optimiste, parce que malheureusement, on décide du sort de la monnaie de la CEDEAO et de l'avenir de la CEDEAO entre Paris et Londres et Washington. Et on a, depuis une semaine, on a la réaction de la France. La France, elle n'a pas baissé les bras, malgré ce qu'on croit. Les Français sont capables de digérer un échec. Ils savent que leur projet d'une CEDEAO élargie au Maroc, ça s'est fait, mais en faire une nouvelle France-Afrique 2.0, c'est terminé. Et sort alors ce dont Bandakani nous a parlé, c'est le seul à en avoir parlé. Et pourtant, c'est l'événement le plus important du moment, c'est le rapport du Sénat français qui a pour but de sauver le franc CFA et de maintenir le franc CFA. Le projet de s'emparer de l'ECO n'était pas fait. Allez lire, il est très long ce rapport du Sénat français, il est plein de contradictions, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est que c'est une monnaie parfaite. Et ce rapport, il doit se comprendre
Bandakani nous en a parlé aussi, avec non seulement le rapport, l'ancien rapport de 2015 sur l'avenir de la France en Afrique, mais sur le rapport du Quai d'Orsay du mois d'avril, c'est l'effet pangolin. On vous explique que le Covid, c'est une opportunité pour réajuster le corset colonial sur les anciennes colonies. C'est d'ailleurs une série d'opérations que la France appuie, elle n'est pas la seule. S'imaginer que Paris va lâcher le franc CFA et que l'affaire est morte, c'est se faire beaucoup d'illusions. S'imaginer que l'euro va accepter de se faire fracturer par Londres et Washington, c'est se faire beaucoup d'illusions. Il faut savoir qu'au cœur du projet du Brexit, il y a le projet de faire de la Grande-Bretagne un porte-avions américain au large de l'Europe et de faire de Londres une place financière, une espèce de grand Singapour destiné à briser la place financière de Francfort. L'Allemagne ne lâchera pas la France dans cette affaire et elle ne lâchera pas en oubliant les moyens. Comme l'a dit le professeur Jean Guem, il a fait une seule erreur, c'est que c'est pas 1 mark pour 1 euro, mais 1 mark pour 2 euros. Mais l'euro, qu'est-ce que c'est? C'est un euro-mark. Il a été entièrement pensé, constitué, établi pour prendre la place du Deutschmark. Et c'est pas pour rien que la banque centrale de l'euro, elle est à Francfort, où était établie la banque centrale du Deutschmark. C'est tous les problèmes de l'euro. L'euro, c'est une monnaie forte pour une économie forte, celle de l'Allemagne, pas pour des pays avec des économies qui ne sont pas fortes, comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal ou même la France. Et donc, le bras de fer va continuer pour essayer maintenant de maintenir l'euro. C'est pour ça le franc CFA adossé sur l'euro. C'est pour ça que moi, je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas optimiste parce que on est loin d'un mouvement d'indépendance africaine. Le Nigeria est entièrement dans les mains de Londres et de Washington et il est en train d'appliquer. On assiste depuis 6 mois à une prise de contrôle par les Américains des mécanismes de la CEDEAO et la liquidation de M. Ouattara, l'abandon de M. Ouattara, il est lié à cela. Donc, moi je dis tout de suite, il faut que les Africains cessent d'accepter, quel que soit, de sauter. Il y a un proverbe du Zimbabwe qui dit le crocodile qui a peur de l'eau fait l'erreur d'aller se réfugier dans la rivière. C'est pas en remplaçant Paris par Londres ou Washington que l'Afrique va se désengager. La seule alternative, c'est le néo-panafricanisme. Le néo-panafricanisme, c'est la voie indépendante. Et on en revient à mon sujet d'accueil, mais je le regrette. Les Africains, pour se dégager de Londres, de Berlin, de Washington ou de Paris, ils ont besoin d'alliés puissants. Ces alliés, ils sont à Moscou, ils sont à Pékin. Vous noterez qu'il n'y a pas de projet de monnaie coloniale russe ou chinoise en Afrique. Au contraire, d'ailleurs, ils proposent, vous savez que Pékin a un projet, il a proposé, c'est le seul pays où vous savez changer le franc CFA. Vous savez, il y a une vieille blague que je fais depuis que je visite régulièrement l'Afrique. Je repère un de nos collaborateurs qui n'est pas au courant et je lui donne un billet de 10 000 francs CFA et je lui dis, va le changer, l'argent est pour toi. Et il court les instituts de change de Bruxelles. Il est impossible à Bruxelles, à Paris ou à Berlin de changer un franc CFA en euros. Eh bien, le seul pays où on peut changer des francs CFA en monnaie locale, c'est précisément la Chine, c'est Pékin. C'est un exemple de ce que les Chinois ou les Russes nous proposent. L'Afrique doit se dégager des pays coloniaux. Elle ne le fera pas seule, elle le fera avec des alliés. Voilà pour ma première intervention sur ce sujet. Merci à vous, Luc Michel. Docteur Célestin Tchakounté, nous allons faire un dernier tour de table rapide sur cette première thématique.
Docteur Célestin Tchakounté, vous l'expert en économie, vous avez suivi les uns et les autres après votre première prise de parole. Maintenant, je vous pose simplement la question. Il apparaît clairement qu'il y a aujourd'hui deux projets contradictoires. Comment les réconcilier? Est-ce que ces deux projets sont réconciliables? Sinon, comment procéder pour pouvoir aboutir à un écho qui donne la pleine souveraineté aux pays africains? Écoutez, je ne pense pas qu'on soit en train d'essayer de les réconcilier. Vous ne pouvez pas avoir deux personnes qui viennent chez vous demander la main de votre fille et vous leur dites de réconcilier, je vous donne ma fille à tous les deux. Non, il y a un écho qui pour nous, n'a pas lieu d'être. L'écho Macron-Ouattara, pour nous, on ne doit même pas en parler. Il y a un écho qu'il faut mettre en place par les Africains, pour les Africains, qui prennent en compte nos réalités, qui n'ont pas cette parité fixe avec l'euro Deutsche Mark, parce que c'est trop fort pour nos économies. Ça nous interdit l'industrialisation. Je crois que ça a été très, très clairement démontré. Et pour revenir un peu sur le jackpot dont a parlé Jean-Gouin, c'est effectivement une tentative de jackpot, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement 7 pays qui arrivent. Le Nigeria tout seul, c'est 75% de l'ensemble. Donc il faut bien comprendre. Et il y a un autre élément qui est encore assez clair. Je dis, quand vous prenez Lagos tout seul, c'est-à-dire vous prenez le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, vous n'avez pas encore Lagos. Donc c'est pour vous dire ce qu'est ce poids lourd. Donc ça veut dire que il y a ce jackpot qui veulent mettre, que la France veut faire, mais qui ne marchera pas. Donc pour répondre simplement, non, il n'y a pas de réconciliation à faire. Monsieur Macron doit avoir la décence de nous laisser travailler sur notre monnaie. J'ai aussi quelques petites réserves par rapport à Luc Michel qui nous demande de quitter Paris, Londres, New York pour aller nous mettre avec la Chine et la Russie. Moi, j'ai quelques appréhensions par rapport à cela parce que, je suis panafricaniste, je n'ai pas envie de changer de maître. Je ne veux pas quitter un pour aller vers l'autre. Et d'ailleurs, le général de Gaulle a dit très clairement, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Je voudrais vous dire que la Chine et la Russie ont les mêmes intérêts que les Occidentaux. Essayez de me faire croire que eux, ils sont les bons, que les autres sont les méchants. J'ai du mal à croire ce genre de choses. Je suis un passionné de stratégie. Je pense que nous devons bâtir une stratégie qui prenne en compte nos intérêts. Je me rappelle ce qu'avait dit l'ancien président sud-africain Mandela. Nous devons avoir nos propres amis, parce que nous avons nos propres combats à mener. Donc on ne doit pas, parce que l'attitude par exemple de la Chine, je m'excuse, on a eu à l'aborder pendant plusieurs émissions ici. Quels sont les navires qui pillent les côtes africaines? Les chalutiers, c'est surtout les chalutiers chinois. Hein? Donc ça, c'est l'amitié. Je voudrais qu'on en reparle. Il y a cet événement qui s'est passé le 15 septembre au large des eaux sénégalaises, dont on parle peu. C'est des pêcheurs sénégalais qui sont sortis pêcher, ils étaient à 12 dans une pirogue, brusquement pris à partie par un chalutier chinois qui s'est mis à tourner autour d'eux. Ils sont arrêtés pour demander, mais vous allez nous faire couler, qu'est-ce qui se passe? Quand le chalutier chinois s'arrête, le capitaine du chalutier sénégalais monte à bord pour leur dire, mais écoutez, si vous continuez, nous allons couler, on va se noyer. À peine il a parlé, je dis que c'est quoi ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Hein. À peine il a commencé à parler, on a commencé à le rouer de coups. Et après, on a versé de l'essence sur lui, on a mis le feu sur lui. Il se trouve au moment où je vous parle dans un hôpital gambien. Et le chalutier chinois en question avait un permis de pêche du gouvernement sénégalais. Et là, on était dans les eaux sénégalaises. Moi, j'ai envie de comprendre cette amitié. Et il y a beaucoup d'écrits sur l'attitude assez arrogante et méprisante des Chinois
en Zambie, où il y a des supermarchés interdits aux Chinois, où il y a un Zambien avec une mariée à une Chinoise qui sont arrivés à l'entrée. On a dit à la Chinoise, tu peux entrer, mais pas le Zambien. Elle a beau dire que c'est mon mari, on a dit, on ne veut rien savoir. Moi, je veux bien croire que les Chinois et les Russes sont nos amis, mais je m'excuse, je suis un peu prudent. Quand on dit chat échaudé craint l'eau froide, avec ce qu'on a eu avec nos anciens amis, j'ai beaucoup de peine à croire que maintenant on a de nouveaux amis qui brusquement ont beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié à nous apporter. Je suis prêt à le croire, mais pour l'instant, je demande d'abord à voir. Mais moi, ce que je pense que l'écho, moi c'est ma conviction, l'écho qui est en train d'être mené par les pays africains depuis 30 ans, je pense que c'est pour nous une avancée. Pour nous Africains, voir toujours que derrière le Nigeria, il y a Londres et New York, et que derrière le Ghana, il y a Londres. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut plus rien faire finalement. Je pense que nous, Africains, on doit se faire confiance. Je pense que les dirigeants du Nigeria sont des gens qui ont montré leur patriotisme. C'est des gens à qui on peut faire confiance pour avancer sereinement dans ce combat sans verser dans, sans verser dans l'angélisme et dire que bon, on va quitter la France pour aller tomber dans les bras de Londres et de Washington. Je pense qu'on est capable, dans un combat, de trouver son chemin malgré les obstacles. D'ailleurs, ça, la stratégie. Je vous rappelle que le combat entre David et Goliath était une force. Le 20 mai, la France avait accepté de mettre fin à son engagement à arrimer le franc CFA. Les 14 pays de la zone franc n'auront plus à déposer la moitié de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.